Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. La jeune Europe se dote d'institutions nouvelles, un conseil des ministres des Affaires étrangères. Pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Yalta s'est terminé ce jour même à Paris. Chacun veut venir saluer l'ouverture du mur. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Fabriquer la diplomatie, c'est aussi penser l'avenir et imaginer l'après. De nombreux États ont doté leur ministère des Affaires étrangères de structures plus ou moins indépendantes qui ont pour vocation de décrypter la marche du monde et d'en tirer des conseils, des orientations, qui viennent alimenter l'écriture de la politique internationale du pays. En France, depuis 1973, l'équipe du CAPS, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, capte les grandes tendances de l'environnement international et se prête au difficile exercice de l'anticipation. Cette série, CAPS, 50 ans de futur, offre le récit de la création de ce centre à la fin de la guerre froide et des grands moments charnières des relations internationales, racontés par les voix des femmes et des hommes qui les ont pensés. Mon nom est Pierre Luller, je suis un diplomate de carrière. Je suis Muriel Domnac, j'ai été directrice adjointe du Centre d'analyse et de prévision. Justin Weiss, j'ai eu la chance de diriger le CAPS. Je suis Jean-Marie Guéhenno, je suis arrivé à la direction... Je suis Marie Dumoulin, j'ai été au CAPS de 2016 à 2018. Mon nom, Thierry de Montbrial, le premier chef du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous écoutez CAPS, 50 ans de futur. Une série du podcast Sources diplomatiques. Je suis Marie Dumoulin, je suis aujourd'hui directrice du programme Europe élargie du think tank Conseil européen ECFR, qui est un think tank européen. Et j'ai été au CAPS de 2016 à 2018 chargée de mission pour les questions religieuses. Je suis diplomate de carrière et j'avais auparavant eu des expériences en Algérie et en Allemagne, et puis une grande partie de ma carrière qui a été consacrée aux pays de l'ex-URSS, à la fois en administration centrale et par des expériences en poste dans les pays d'Asie centrale. Les questions religieuses sont des questions qui intéressent le ministère des Affaires étrangères depuis de nombreuses années, puisqu'il y a un conseiller aux affaires religieuses qui est un peu l'ambassadeur pour les religions du Quai d'Orsay et qui occupe ces fonctions depuis de très longues années. Mais il est apparu à un moment, dans le courant des années 2010, qu'il y avait aussi un besoin d'analyse plus spécifique de ces questions, qui sont des questions éminemment géopolitiques et qui sont complètement transversales à l'ensemble des géographies du ministère des Affaires étrangères. Et donc, à l'époque, il y avait eu la création d'un pôle affaires religieuses au sein du CAPS, de la direction de la prospective à l'époque. Et puis, ce pôle avait évolué. Et lorsque je suis arrivée au CAPS, il n'y avait plus qu'une personne qui suivait ces questions, qui les suivait en fait en lien donc avec le conseiller aux affaires religieuses, mais aussi en lien très étroit avec les différentes directions géographiques du ministère, et puis surtout avec le monde de l'université et de la recherche qui est très actif sur ces questions. Le travail du CAPS sur ces questions est très diversifié parce que il se fait, comme je le disais, à la fois en lien avec le monde de la recherche, donc avec des sources qu'on peut dire secondaires, mais qui sont sans doute la première source d'information pour le chargé de mission qui travaille sur ces questions. Il se fait aussi en lien avec les ambassades à l'étranger qui travaillent souvent sur ces questions pour leur pays de résidence et qui donc peuvent être invités à fournir des informations au CAPS pour des travaux plus larges sur des régions, voire sur des ensembles de régions. Lors de mon passage au CAPS, j'avais notamment conduit un travail sur ce qu'on peut appeler l'islam importé, et donc sur certaines tendances transversales dans différentes géographies. On avait travaillé à la fois sur l'Asie centrale, sur l'Afrique, sur les islams asiatiques, et puis évidemment sur les différents pays du Moyen-Orient, et ça en lien avec l'ensemble des ambassades dans toutes ces régions. Et puis le CAPS fait aussi des recherches de terrain, et donc j'avais pu, pendant mon passage au CAPS, me rendre dans différentes régions, alors qui sont celles pour lesquelles j'ai le plus de connaissances, indépendamment de l'expérience que j'ai pu acquérir au CAPS. Et donc je m'étais rendue en Asie centrale pour ce travail sur l'islam, mais aussi en Russie pour un travail sur la place de l'Église orthodoxe et ses relations avec l'État russe.
L'évolution de l'orthodoxie en Ukraine, et plus généralement d'ailleurs du paysage religieux en Ukraine, est un exemple très intéressant parce que il y a là une interaction entre les facteurs politiques et notamment le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis 2014, et les facteurs religieux, avec des tendances qui en réalité préexistaient au conflit et qui existaient en réalité depuis... en partie depuis la révolution d'octobre 1917, avec des églises ukrainiennes qui étaient nées en exil après cette révolution, en partie aussi après l'effondrement de l'Union soviétique, puisqu'il y a eu dès cette époque-là des tentatives d'autonomisation d'une église ukrainienne par rapport au patriarcat de Moscou, mais ces tendances se sont renforcées à partir de 2014, et on a vu en 2019 une église ukrainienne autonome être reconnue par le patriarcat de Constantinople et donc faire sécession avec le patriarcat de Moscou. Et aujourd'hui, cette église nationale ukrainienne est en train de contribuer, ou plus exactement de renforcer l'identité nationale ukrainienne qui s'est consolidée à travers la guerre. Je ne pense pas qu'on puisse y voir un signal avant-coureur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt une tendance qui a accompagné les évolutions identitaires ukrainiennes depuis l'effondrement de l'Union soviétique et plus encore depuis 2014, mais c'est évidemment quelque chose qui a sans doute aussi renforcé le ressentiment en Russie et cette impression de perdre l'Ukraine, mais le deuxième élément qui fait que c'est un exemple intéressant, c'est qu'en réalité, c'est aussi un exemple qui permet de démonter certains des arguments russes aujourd'hui, mais plus généralement à propos de l'Ukraine depuis de longues années. La Russie met en avant la proximité culturelle, linguistique, religieuse avec l'Ukraine. Et en réalité, ce que montre la trajectoire des églises ukrainiennes, c'est qu'il y a une trajectoire spécifiquement ukrainienne et distincte de la trajectoire russe et qu'on peut retracer à travers l'histoire. En Russie, la période où j'ai travaillé au CAPS est caractérisée par une tentative par le pouvoir politique d'utiliser la religion comme un élément à la fois de légitimation et puis comme une sorte de courroie de transmission idéologique dans la société russe, avec une église orthodoxe qui bénéficie de ce partenariat et notamment en bénéficie sur le plan matériel avec des restitutions d'églises qui sont opérées par l'État russe, des restitutions aussi de biens culturels et puis avec des grands programmes de construction d'églises en Russie mais aussi à l'étranger. On l'a vu notamment en France avec l'inauguration du centre culturel et spirituel du Quai Branly à Paris, mais aussi d'une cathédrale orthodoxe à Strasbourg, avec aussi des tentatives par l'État russe de recouvrer la propriété de certaines églises orthodoxes sur le territoire français. Donc il y a là une interaction qui se met en place et qui est mutuellement profitable pour le patriarcat parce que ça donne une place dans la société et une influence sur les débats de société qui est supérieure à celle qu'elle avait auparavant, et puis parce qu'il y a, comme je le disais, des bénéfices matériels. Pour l'État russe, parce que ça donne une forme de légitimité morale et spirituelle à son discours politique, mais aussi parce que l'Église orthodoxe peut être un relais diplomatique à l'extérieur, et notamment un relais de tout le discours sur les valeurs traditionnelles de la Russie. Il est important pour toute diplomatie, je crois, d'avoir une capacité à analyser de manière transversale certains sujets. Alors ça se fait structurellement sur des sujets qui sont importants pour la diplomatie française. Je pense en particulier aux questions stratégiques et aux questions de désarmement ou de non-prolifération. On a là des directions du ministère qui sont chargées de ces questions. C'est moins le cas pour des sujets comme les questions religieuses qui n'ont pas de propriétaire légitime au sein de l'appareil diplomatique français, à l'exception du conseiller aux affaires religieuses que je mentionnais un peu plus tôt. C'est important d'avoir ce type d'analyse parce que les religions sont à la fois des sujets des relations internationales, puisqu'il y a des acteurs religieux qui ont un rôle diplomatique important. C'est évidemment le cas du Saint-Siège, qui est un État, mais qui est aussi un acteur diplomatique. C'est aussi le cas de groupes religieux transnationaux. Alors, on pense évidemment à des acteurs du type Al-Qaïda, État islamique, etc. Mais il y en a d'autres. Il y a des confréries musulmanes, notamment soufis, qui sont des acteurs transnationaux et qui sont présents
dans différentes régions du monde. C'est important aussi de comprendre ces dynamiques religieuses localement dans les différents pays, mais aussi dans la comparaison de ces dynamiques religieuses d'une société à l'autre. Et ça, c'est un travail, alors je le mentionnais en détail sur la différence qu'on peut faire entre les évolutions de l'Église orthodoxe en Russie et en Ukraine, mais c'est évidemment un travail qu'on peut faire aussi sur l'islam, qu'on peut faire sur les églises évangéliques à travers le monde. Tout ça, ce sont des questions qui ont un intérêt géographique localisé dans les différents pays, mais aussi dans les grandes régions qui sont suivies par le Quai d'Orsay. Mais il y a un intérêt évident à suivre aussi ces questions de manière transversale. Et je pense que les deux types d'analyse, l'analyse géographique localisée et l'analyse transversale, ont leur intérêt et doivent nourrir les réflexions du Quai d'Orsay sur les grandes problématiques internationales. Courez! Barrez-vous! Il y a des attentats! Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Un troisième suivra moins de 30 minutes plus tard. Il est 21h30, une nuit d'horreur vient de commencer. Des fusillades ont éclaté également dans le 10e arrondissement de Paris. Des coups de feu ont été entendus près du Bataclan, la salle de spectacle. On aura un témoignage dans un instant. Après 2015, la question de la radicalisation islamiste, mais aussi plus généralement des relations entre islam de France et influence étrangère a été une question extrêmement importante dans le débat public en France. Alors, le ministère des Affaires étrangères en lui-même n'est pas un acteur de la gestion de l'islam de France, mais le ministère des Affaires étrangères peut apporter des perspectives liées à l'expertise qu'il a sur l'étranger, peut apporter aussi sa vision des diplomaties religieuses de certains acteurs étrangers, qui peuvent utiliser la religion comme un vecteur d'influence. Et donc, de ce point de vue-là, il était important qu'il puisse y avoir au Quai d'Orsay un échange entre ce que l'on voit de ces dynamiques transnationales et de ces influences étrangères en France et aussi ailleurs, mais aussi de nourrir les analyses produites par le Quai d'Orsay d'informations sur le débat tel qu'il se structurait en France. Et donc, le CAPS a pu aussi jouer ce rôle d'interface en nourrissant la pensée du Quai d'Orsay d'analyse sur le débat en France et notamment le débat intellectuel qui était très vivace à l'époque sur les ressorts de la radicalisation et puis plus généralement sur les liens entre islam dit importé et islam de France. Et d'autre part, nourrir la réflexion interministérielle sur les questions relatives à la radicalisation, d'analyse sur ce qui se fait à l'étranger et les acteurs de ces dynamiques transnationales au plan international. La question de la laïcité est une question qui suscite beaucoup d'interrogations et d'incompréhension chez nos partenaires étrangers, parce que le modèle de laïcité française est quelque chose de très spécifique et qui est lié aussi à une histoire française très particulière de la relation entre les différentes communautés religieuses, d'une part, avec les guerres de religion qu'on a connues en France, mais aussi de la relation entre communautés religieuses et État français. Et ce modèle est très difficilement compris, y compris d'ailleurs par des partenaires très proches, que ce soit au sein de l'Union européenne ou dans des pays qui ont pu être proches de la France historiquement. Et donc j'ai pu intervenir sur ces sujets dans différents formats. J'ai notamment un souvenir d'une conférence qui était organisée au Liban en partenariat avec des organisations anglo-saxonnes et donc avec finalement assez peu d'acteurs autour de la table qui étaient capables de comprendre ce que signifiait le modèle de laïcité à la française. Parce que le Liban est un État dont historiquement le fonctionnement a été très marqué par la cohabitation entre confessions religieuses, et parce que les acteurs anglo-saxons sont très éloignés du modèle de laïcité, et donc il était important d'avoir quelqu'un qui était capable, autour de la table, d'expliquer dans une table ronde qui était consacrée aux questions de pluralisme religieux et de tolérance religieuse, la manière dont en France,
Ces questions sont encadrées par le principe de laïcité, avec toutes les spécificités de ce modèle, mais qui, encore une fois, est souvent très mal compris à l'étranger. Vous avez écouté CAPS, 50 ans de futur, une série du podcast Sources diplomatiques. Sources diplomatiques est le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une plongée au cœur de la diplomatie française, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.